Bienvenue dans cette, bienvenue dans cette énième vidéo culturelle et avant de commencer, je vais vous montrer un peu le setup que j'ai effectué parce que du coup, vous verrez que la qualité visuelle et audio est grandement améliorée. Donc, pour vous montrer un peu mon setup, donc me voici avec d'ailleurs mon nouveau micro. Si jamais vous n'avez pas vu dans les shorts, n'hésitez pas à aller voir. La qualité sonore s'est grandement améliorée et donc me permet de plus m'épanouir dans ce que je fais, vous partager de la meilleure qualité. Par contre, au niveau du setup pour le téléphone, puisque je filme avec mon téléphone, je vous expliquerai ça plus tard, eh bien, vous êtes posé sur des cartons. Là, vous êtes empilé avec le texte que je vais dire juste ici. Le script est sur le PC. Le script est sur le PC, sauf que je vous ai dit que l'application est seulement sur iOS. Et en fait, j'ai pris des screens des thèmes du jour et je les ai retranscrits. Du coup, et je les ai donc retranscrits sur le PC sur un fichier Word. Donc c'est pour ça que je vais lire le PC, mais du coup vous aurez une qualité visuelle et sonore bien plus efficace. Je tiens à dire que les textes que je lis sont tirés du... Je tiens à dire que les textes que je lis sont tirés d'une application qui s'appelle Jenka. Donc les textes ne viennent pas de moi, mais, mais si ça vous intéresse, vous pouvez installer l'application ou écouter mes voix. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez installer l'application pour en apprendre davantage. Je vous propose trois thèmes par chaque vidéo. Je vous propose trois thèmes par chaque vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire que j'en refasse d'autres. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir, comme ça je vous en republie d'autres davantage et plus régulièrement. Je fais ça pour m'aider à je fais ça pour m'aider niveau culturel, mais aussi niveau éloquence, car c'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi de parler et de bien articuler, d'avoir un bon rythme soutenu. Donc j'apprends des choses, mais en même temps, je m'améliore en éloquence. Et ça s'est ressenti dans des vidéos. On me l'a dit plusieurs fois que je parle beaucoup mieux. Donc ça fait plaisir qu'on voit déjà du progrès en moi. Et donc ça me, et donc ça m'encourage davantage à me, et donc ça m'encourage davantage à, et donc ça m'encourage davantage à continuer à faire mes vidéos. Sur ce, place à la culture. Maintenant que nous avons nos thèmes, c'est parti pour, maintenant que nous avons nos thèmes, c'est parti pour le thème des animaux. Donc on va parler des animaux bioluminescents. Donc on va parler Nous allons parler, nous allons parler des animaux bioluminescents. La nature n'a pas attendu l'invention de l'ampoule pour éclairer l'obscurité. Maintenant que nous avons nos thèmes, nous allons parler des animaux bioluminescents. La nature n'a pas attendu l'invention de l'ampoule pour éclairer l'obscurité. Environ 75% des animaux marins produisent leur propre lumière, transformant les abysses en un immense spectacle de néon biologique. Cette capacité, nommée bioluminescence, n'est pas une simple décoration esthétique, mais un outil de survie radical. Elle permet à des créatures comme la méduse ou certains calamars de communiquer, de chasser et de se camoufler dans un environnement où les rayons du soleil ne pénètrent jamais. Contrairement à nos éclairages artificiels qui gaspillent de l'énergie sous forme de chaleur, cette lumière vivante est d'une efficacité thermique quasi parfaite. Sur la terre ferme, le phénomène n'est plus rare, mais tout aussi spectaculaire. On connaît bien les lucioles et les vers luisants qui utilisent des signaux lumineux pour attirer leurs partenaires sexuels, mais l'inventivité biologique va plus loin. Les larves de l'insecte Arachnocampa luminosa tapissent le plafond des grottes en Nouvelle-Zélande avec des fils de soie collants et brillants pour piéger leurs proies. L'homme a déjà répertorié plus de 1500 espèces de poissons capables de briller, incluant des prédateurs redoutables comme les poissons dragons ou même certains requins.
Le poisson lanterne possède un organe lumineux sous l'œil qui lui sert de véritable projecteur pour repérer ses proies dans le noir total. Mais quel est le secret chimique caché derrière cette lueur froide? La magie de la bioluminescence repose sur une réaction chimique précise entre deux acteurs principaux, une molécule appelée lyséphrine et une enzyme nommée luciférase. Lorsque ces deux éléments entrent en contact avec de l'oxygène, l'énergie libérée produit des photons, créant cette lueur caractéristique sans aucune émission de chaleur. Certaines espèces ne fabriquent pas ces substances elles-mêmes. Elles préfèrent héberger des bactéries symbiotiques dans des organes spécialisés, les photophores, pour bénéficier de leurs éclats en échange d'un abri de nutriments. C'est un contrat de location où le loyer se paye en lumière. Il ne faut pas confondre ce processus avec la biofluorescence, un phénomène passif que l'on observe chez les scorpions, les ornithorynques ou les wombats. Alors que la bioluminescence est une réaction chimique interne, la biofluorescence nécessite une source de lumière externe, comme les rayons UV, qui est absorbée puis réémise dans des couleurs différentes. Dans les profondeurs océaniques, la bioluminescence sert souvent de stratégie de défense, appelée contre-illumination, en émettant une lumière bleue sur le ventre qui imite la faible lueur venant de la surface. Certains poissons effacent leur propre silhouette, devenant totalement invisibles pour les prédateurs qui rôdent en dessous d'eux. Cette ingénierie naturelle inspire aujourd'hui la médecine, où la lyséphrase est utilisée comme un marqueur ultra précis pour suivre l'évolution des tumeurs ou l'efficacité de nouveaux médicaments dans des cellules vivantes. Les os des caméléons émettent naturellement une lueur bleue lorsqu'ils sont exposés à une lumière ultraviolette à travers leur peau fine. Donc voilà pour le thème des animaux, donc les animaux bioluminescents. On passe sur le deuxième thème qui va se nommer Hadès et les enfers, une perspective grecque sur la... On passe directement sur le deuxième thème qui s'appelle Hadès et les enfers, une perspective grecque sur la mort, environ 600 avant Jésus-Christ. Contrairement aux idées reçues, Hadès n'est pas l'équivalent grec du diable. Il ne punit pas les pécheurs par plaisir, il cherche simplement un territoire. Ce fils de Cronos et de Rhea a hérité du monde souterrain, après un tirage au sort avec ses frères Zeus et Poséidon. Son royaume, que l'on appelle les enfers au pluriel, est un lieu physique situé sous la terre, une destination finale inévitable pour toute âme humaine. Hadès y règne en maître rigoureux, veillant à ce qu'aucune ombre ne s'échappe et qu'aucun vivant ne franchisse les portes sans autorisation. C'est un bureaucrate de l'invisible, sérieux et froid, qui incarne la transition définitive vers la non-vie. Le passager vers ce royaume commence par Le passage vers ce royaume commence par un voyage géographique précis. L'âme du défunt doit traverser le Styx et l'Achéron sur la barque de Charon. À condition vers ce... Le passage vers ce royaume commence par un voyage géographique précis. L'âme du défunt doit traverser le Styx et ou l'Achéron sur la barque de Charon. Hmm. Le passage vers ce royaume commence par un voyage géographique précis. L'âme du défunt doit traverser le Styx ou l'Achéron sur la barque de Charon, à condition d'avoir reçu les honneurs funèbres et de posséder une pièce de monnaie pour payer le passage. Une fois de l'autre côté, le chien à trois têtes, Cerbère, assure la garde, non pas pour empêcher d'entrer, mais pour interdire tout retour en arrière. Ce monde n'est pas un enfer de flammes, mais une vaste étendue d'ombre où les morts errent dans un état de conscience diminué. La seule chose qui terrifiait vraiment les Grecs n'est pas la torture,
mais l'oubli total de leur existence terrestre. Le nom même de Hadès était si craint qu'on évitait de le prononcer, préférant utiliser des- des épithètes comme Pluton, le riche, car il possédait aussi toutes les richesses minières du sol. Mais comment un dieu solitaire a-t-il fini par partager son trône? L'histoire d'Asté- l'histoire L'histoire d'Hadès bascule lorsqu'il décide de rompre sa solitude en enlevant Perséphone, la fille de Déméter. Ce n'est pas seulement un drame mythologique, il explique la structure même du temps ou de la survie humaine. Déméter, déesse de l'agriculture, sombre dans un tel chagrin que la terre cesse de produire, menaçant l'humanité de famine. Un compromis est finalement trouvé sous l'arbitrage de Zeus. Perséphone passera une partie de l'année sous terre avec son époux et le reste avec sa mère. Ce cycle devient le moteur de saison. La nature mourant chaque automne lorsque la reine rejoint les ombres et renaissant au printemps lorsqu'elle remonte vers la lumière. À l'intérieur de ce royaume, la géographie se divisait en zones distinctes selon la valeur morale des défunts. Les âmes ordinaires finissent dans les champs des asphodèles, une plainte monotone où l'on oublie son passé en buvant l'eau du fleuve l'été. Les héros, les héros et les justes accèdent aux Champs-Élysées, un paradis du repos éternel, tandis que les grands criminels sont précipités dans le Tartare, une prison profonde située aussi loin sous les enfers que la terre l'est du ciel. Hadès ne juge pas lui-même les âmes, il délègue cette tâche à 3 juges, Minos, Éaque et Rhadamante, restant le garant silencieux de l'ordre cosmique. La présence de Perséphone aux côtés d'Hadès adoucit l'image de ce royaume. Elle apporte une nuance de renouveau à un lieu défini par la fixité. Ensemble, ils forment un couple stable et redouté, gérant une population qui ne cesse de croître. Les Grecs voyant dans cette organisation une justice implacable, peu importe votre statut social, la mort est une frontière géographique que personne ne peut franchir 2 fois. La seule exception notable reste celle d'Orphée, qui parvint à charmer Hadès par sa musique, prouvant que même le maître de l'immobilité pouvait être sensible à la beauté d'un chant. Le casque d'Hadès, la cunée, avait le pouvoir de rendre son porteur totalement invisible, un symbole parfait pour un dieu qui ne voulait être vu. Donc maintenant, on passe au dernier thème, les pyramides de Gizeh, témoins de l'Égypte antique. Donc ça, c'est le thème de l'architecture, pardon. Et donc on enchaîne directement. Le plateau de Gizeh n'est pas seulement un site archéologique, c'est l'unique vestige des 7 merveilles du monde antique encore debout aujourd'hui. Cette structure massive érigée il y a plus de 4500 ans ne sont pas des monuments isolés, mais forment un complexe funéraire sophistiqué comprenant 3 grandes pyramides, Khéops, Képhren et Mykérinos. Chacune servant de tombe royale, une demeure éternelle conçue pour protéger la dépouille du pharaon et faciliter son voyage sacré vers l'au-delà. La grande pyramide de Khéops, la plus imposante, a dominé le monde par sa hauteur pendant presque 4 millénaires, illustrant une maîtrise technique qui défie encore notre compréhension moderne de l'ingénierie ancienne. L'emplacement choisi pour ces géants de pierre ne doit rien au hasard. Situé sur la rive ouest du Nil, là où le soleil se couche, les pyramides symbolisent la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Le site de Gizeh regroupe également le célèbre Sphinx, des pyramides plus petites dédiées aux reines et aux mastabas pour les hauts dignitaires, créant une véritable cité pour l'éternité. Malgré les millénaires, l'érosion et les pillages, la précision de leur alignement avec les points cardinaux reste un témoignage brut de la science astronomique égyptienne. Le calcaire blanc, qui recouvrait autrefois Khéops, était si poli qu'il reflétait la lumière du soleil comme un miroir géant visible à des kilomètres.
Mais comment ont-ils déplacé des millions de blocs sans technologie moderne? Ce n'était pas une armée d'esclaves malmenés, mais une force de travail hautement organisée, nourrie et logée qui participait à ce projet national d'une ampleur inédite. Au-delà du transport, la précision de l'assemblage est ce qui frappe le plus les ingénieurs contemporains. Les blocs sont ajustés avec une telle exactitude qu'il est souvent impossible d'insérer une lame de rasoir entre deux pierres. Pour atteindre ce niveau de perfection, les bâtisseurs utilisaient des outils en cuivre, des maillets en bois et des systèmes de rampe dont dont la configuration exacte fait encore l'objet de débats. Le complexe kéfrin, situé au centre, conserve encore à son sommet une partie de son revêtement d'origine, donnant un aperçu de l'aspect lisse et brillant que possédaient les monuments à leur achèvement. Aujourd'hui, ces géants font face à de nouveaux défis qui menacent leur survie. L'expansion rapide de la ville du Caire, qui grignote peu à peu les limites du plateau, ainsi qu'à la pression du tourisme de masse, obligeant les autorités à repenser la protection du site. Classées classées au patrimoine mondial de l'humanité, les pyramides ne sont plus seulement des tombeaux égyptiens, mais des archives mondiales. De pierre qui continuent de livrer leurs secrets, comme la découverte récente des cavités inconnues à l'intérieur de Khéops grâce à la technologie des muons. La base de la grande pyramide est si parfaitement plane que l'écart du niveau entre ses quatre coins ne dépasse pas 2 centimètres. Nous avons fini pour tous les thèmes du jour. Donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Aujourd'hui, j'ai un peu plus galéré que d'habitude. Je bégayais beaucoup plus. Peut-être que la fatigue joue. Peut-être que aussi ça faisait longtemps que j'avais pas lu, donc ça aide pas non plus. Est-ce que le fait que ça soit sur le PC, ça change quelque chose? Je ne sais pas. On pourra découvrir ça plus en détail avec le temps. En tout cas, j'ai senti que j'avais beaucoup plus de mal à lire, mais c'est qu'une fois parmi tant d'autres, donc en soi, on va voir avec le temps. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre mes shorts, à me suivre aussi sur Instagram et TikTok. Je poste mes shorts là-bas également. Puis moi je vous dis sur ce, à plus.